Bonjour tout le monde et bonjour Julien. Aujourd'hui, je suis avec toi, Julien Pilette, entrepreneur engagé parmi beaucoup, mais plutôt notable dans le coin de Lille. Et écoute, Julien, est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu qui tu es et justement qu'est-ce que tu as entrepris? Salut Clément. Alors qui je suis, bah, je pense que je peux me définir tout simplement, enfin en tout cas moi c'est comme ça que j'aime me définir comme un entrepreneur social. J'entreprends à tous les niveaux, je pense, enfin en tout cas j'essaye, et social parce qu'en fait mon objectif c'est d'avoir des résultats liés à des valeurs et qui ne sont pas des résultats forcément financiers. Donc, je cherche à avoir un impact social, un impact environnemental. Des fois, c'est en lien avec de l'économique, des fois, c'est moins en lien avec de l'économique, mais c'est pas ma première valeur en tout cas. Hmm. Et donc, parmi les beaucoup de choses que j'ai pu engager, les choses pour lesquelles on me connaît le plus, j'ai lancé notamment l'entreprise GECO en 2007, qui est une entreprise solidaire d'utilité sociale, hein, qui fait partie donc de l'ESS et qui valorise les déchets de la restauration et surtout les huiles de friture pour faire du biodiesel. Donc, on a toute une histoire maintenant depuis 2007 hein, autour de ça et c'est une structure que voilà, j'ai lancée et dirigée pendant longtemps. Super. Alors, je vais faire un tout petit arrêt sur image pour ESS, ça veut dire économie sociale et solidaire. Et on peut peut-être faire un flash sur les US, tu l'as mentionné, entreprise solidaire d'utilité sociale. Qu'est-ce que c'est comme type d'entreprise en deux, trois mots? Qu'est-ce que ça change? Bah, en fait, c'est compliqué parce que en fait, ESS, c'était pour regrouper. Au départ, c'est économie sociale, et puis de l'autre côté, il y a l'économie solidaire qui est arrivée pour contrecarrer un petit peu l'économie sociale. Il y avait des guéguerres sur les statuts, etc. Donc, je te passe tout ça. Mais en gros, c'est ce que j'ai un peu défini, c'est entreprendre pour avoir des résultats autres que économiques, dont économiques, hein, mais aussi autres qu'économiques et avoir un impact social et environnemental. Mhm. Sauf qu'il a fallu définir ça pour essayer de mettre dans des cases qui est dans l'ESS, qui n'est pas dans l'ESS. Il y a eu une première tentative par Guy Asquette en 2001, il me semble, avec un agrément d'entreprise solidaire. Et Benoît Hamon, en 2014, a défini une loi sur l'économie sociale et solidaire qui regroupe un peu tout et qui cherche à définir et à faire un périmètre. Et donc, notamment ce statut ESUS, entreprise solidaire d'utilité sociale, qui essaye, bon, qui n'est pas parfait, et je pense que ça ne sera jamais parfait parce qu'on n'est pas en train de parler de chiffres et quelque chose de spécifiquement très quantifiable. Il y a des gens qui n'y sont pas et qui ont des valeurs et qui ont des impacts sociaux et environnementaux top, et il y a des gens qui y sont et les impacts sont relatifs. Donc, c'est assez complexe, mais au moins, ça a le mérite d'exister, d'avoir une première définition qui permet de cadrer, notamment pour répondre à certains, soit des appels d'offres ou à des subventions. Oui, tout à fait. Et en pratique, grossièrement, ce qu'on peut dire très vite, c'est qu'il y a des principes de gouvernance participative démocratique. Il y a limiter ce qu'on appelle la lucrativité du capital. Donc, en gros, on limite un petit peu le tout pour les actionnaires, pour faire très caricatural. Et, Bah, il y a des... ouais, enfin, il y a plusieurs petits critères de ce type-là, les écarts de salaire aussi. Mais c'est des critères qui sont, en fait, la réalité, c'est que c'est des critères qui, pour l'essentiel de l'économie, je parle pas en volume, mais en nombre de structures, sont dérisoires, en fait. Parce que quand on dit qu'on limite les salaires de 1 à 10 dans une entreprise, je ne sais pas c'est quoi le pourcentage des entreprises qui ont des écarts de salaire inférieurs à 1 à 10 au sein de l'entreprise, c'est énorme. Après, quand on ne se verse pas de dividendes ou qu'on garde 50% des résultats en réserve, il y a énormément d'entreprises qui ne versent pas de dividendes. Donc voilà, le plus complexe en général, c'est la gouvernance, où on discute et où on met en place de la démocratie, notamment avec les salariés. C'est souvent le point qui est un peu le plus compliqué à mettre en œuvre, notamment pour ceux qui sont un peu dans l'ancienne manière de penser le management, alors que ça peut être très performant quand on le fait bien. Ouais, ouais, carrément. C'est vrai que c'est beaucoup de cohérence finalement, enfin, c'est beaucoup de bon sens derrière. Bon, petite parenthèse fermée, excuse-moi Julien. Et donc tu as monté une entreprise qui s'appelle Jayco et qui valorise en particulier les huiles de friture, mais en général ce qui était des déchets jusque-là dans le circuit alimentaire. Euh, comment tu pourrais nous raconter comment est-ce que ça a démarré au départ? Bah, le démarrage, je parlais des valeurs, j'étais déjà impliqué dans pas mal de choses dans ce domaine-là, enfin dans le domaine des valeurs, on va dire. J'étais un artisan du monde à l'époque, j'étais bénévole pour le commerce équitable. Et puis j'avais déjà fait une première asso où on essayait de gagner un petit peu d'argent pour envoyer dans des projets humanitaires.
Et donc, c'était mon premier essai, un truc tout petit au début des années 2000. Et donc, j'ai fait une école de gestion et pour me dire, bah, je veux être armé en fait. Je veux être armé. L'école de gestion ou apprendre le business n'est pas forcément pour s'empiffrer et puis faire des tas d'argent. C'est des outils, le marketing, la compta, le contrôle de gestion, toutes ces choses-là, c'est des outils qui permettent de faire des belles choses, enfin, qui peuvent permettre de faire des belles Ouais. choses. On n'est pas obligé de les utiliser pour s'enrichir et puis pour écraser les autres, comme beaucoup le font. Donc, je suis allé chercher ces outils-là, j'ai fait l'IAE, et au sein de l'IAE, en fait, parmi ma recherche et ma quête justement de sens et puis d'activité, j'avais un copain dont les parents étaient garagistes dans ma classe, hein, qui faisait le même cursus que moi. Et puis qui, un jour, comme il savait que j'étais un peu taré, il m'a sorti un article qui disait on peut mettre de l'huile de colza dans son moteur à la place du diesel, quoi. Et c'est un truc écolo, etc., quoi. Donc, comme j'avais ma petite camionnette, comme tout bon hippie à l'époque, j'étais parti chercher des bouteilles d'huile et puis je les ai mis dans mon moteur à la place du gasoil et puis j'ai roulé avec de l'huile, en fait, et ça a fonctionné. Donc voilà, donc ça c'est la première idée. Et puis après, bah, je tire sur la ficelle tout simplement, tranquillement, pendant mes cours au début, enfin, pendant ma période scolaire, c'était MSG Lille, hein, une école de gestion, et je tirais ça. Et puis au fur et à mesure, je me suis rendu compte quand on était dans le pays d'Alfred et qu'on avait du déchet, l'huile de friture. Donc de dire bah, à la place de mettre des champs, d'acheter des tracteurs et puis de faire de l'huile, bah, on peut partir d'un déchet. C'est plus logique. Puis à chaque fois, c'est une question de sens en fait. Moi, je suis beaucoup autour du sens. J'ai besoin de comprendre et que les choses aient du sens. Moi, je bug quand ça n'a pas de sens. Ça ne me va pas, en fait. Et donc, ma quête continue, c'est qu'est-ce qui peut améliorer le sens de ce que je fais et l'améliorer, quoi. Donc, voilà. Et c'est comme ça qu'en tirant sur la ficelle, petit à petit, on s'est mis à dire on va collecter les huiles de friture. Alors, je dis on va parce que j'avais quelques copains qui étaient autour de moi qui rapidement se sont dit ah, chiche, allez, je te suis. Et puis voilà, donc après on est parti. Alors, ce qui fait que beaucoup me voient comme Monsieur Will ou Will de friture, etc. En fait, c'est pas mon sujet, l'huile de friture. La bagnole n'est pas mon sujet. En fait, la question pour moi, c'était la porte d'entrée, c'était le dérèglement climatique. C'était comment on sort du pétrole, comment à partir d'un déchet qui est une végétale, donc issu de la biomasse et renouvelable, on peut faire de l'énergie alors que l'humain en a besoin. Donc, c'était plutôt ça mon approche, d'avoir ce sens-là et de combattre le problème climatique. Donc je suis tombé sur ce sujet-là, je l'ai fait. Et ce qui montre un peu ma personnalité, c'est alors malgré que j'ai quand même tenu longtemps, puisque j'ai quitté la direction de la boîte en 2018, sachant que j'avais déjà un glissement avant avec mon associé de départ. Et j'ai fait d'autres choses. Genre, il y a le World Cleanup Day, il y a pas mal d'autres petits trucs que j'ai lancés, soit des petits trucs qui n'ont pas duré ou des choses plus grandes. Et puis voilà, et même maintenant, je suis engagé dans des choses différentes et nouvelles, et puis j'essaie d'apporter des nouvelles choses avec toujours mes valeurs, quoi. Ok, clair. Et alors, du coup, tu es parti de je vais voir des petits restaurants, enfin des restaurants, je leur demande leur huile de friture, ils s'en débarrassent, ça les arrange, et puis je fais ça dans mon garage avec des copains. Et aujourd'hui, Djeko, juste pour qu'on se fasse une idée, c'en est où? Qu'est-ce que c'est devenu là? Alors, GECO, maintenant, donc c'est une SAS, ESUS, comme on l'a dit. J'ai pas tous les chiffres en tête. Alors, moi, j'en fais toujours partie, mais dans le comité stratégique. Voilà, j'ai encore une petite partie du capital. Parce que comme on a fait des levées de fonds successives et puis que j'ai toujours voulu partager, j'ai jamais été majoritaire à GECO, hein. C'est ce que j'ai souhaité dès le départ pour pas péter un en mode startup. Et donc là, c'est dirigé par Michel, donc mon associé depuis 2 ans. Euh, il y a eu beaucoup de recherches qui ont été faites. Moi-même, n'étant pas scientifique, je n'étais pas capable de produire un biocarburant, mais de faire cette partie-là. Lui, il est docteur, hein, donc c'est lui qui a piloté ça. On a eu un thésard qu'on a pris avec l'université de Lille 1, ou voilà, donc beaucoup de partenariats en fait. On a collé beaucoup de compétences et on est allé chercher plein de choses autour de nous pour concaténer plein de choses bien. Et ça a développé voilà, cette possibilité de partir d'huile de friture, d'en faire un biodiesel fabriqué localement avec une méthode biotechnologique qu'on a développée nous-mêmes, enfin, avec l'Université de Lille 1 et notre thésard, Cédric, enfin, qui est plus thésard, qui est docteur, hein, maintenant, pas mal de temps, hein, et qu'on a embauché, qui est chercheur chez nous, et qui est maintenant responsable de la recherche chez nous même, et qui voilà, avec qui on a mis en place tout ça pour faire la boucle complète.
Et donc, GECO, maintenant, alors il y a plusieurs aspects. Il y a la partie collecte. On collecte aussi les industriels. On a des partenariats avec McCain, par exemple, où on collecte des grosses usines, jusqu'à des petits trucs comme des particuliers. On vient de mettre en place des box pour collecte de particuliers, un peu comme les box du relais pour le linge. Maintenant, on a des box où on peut ramener sa petite bouteille d'huile quand tu as vidé ta friteuse et tu la mets dans le box pour qu'on puisse la recycler. Et puis sinon, en termes de chiffres, alors je n'ai pas les détails précis, mais je vais te donner les ordres de grandeur. L'ordre de grandeur, c'est 11-12 salariés, c'est 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Voilà, en gros. Et c'est à peu près combien de véhicules qui peuvent rouler grâce à ça? Alors, ce n'est pas directement en véhicule qu'on fait le calcul parce que, en fait, c'est des filières. Ce qui fait qu'il faudrait, selon le type de véhicule qu'il y a à la fin, parce qu'on ne contrôle pas et on n'est pas directement en contact forcément avec tous les véhicules. On est encore en mode expérimental parce qu'on a un souci, encore un défi à relever, qu'on se confronte à la réalité de la vision du marché actuel. La vision du marché actuel, c'est l'argent. Nous, on débarque sur un marché en disant on a une proposition de valeur qui est meilleure, des impacts sociaux, des impacts environnementaux qui sont bien meilleurs. Et si on est jugé dans un tableau Excel avec que l'argent, on est plus cher. Parce que ça coûte assez cher de faire toute la chaîne qu'on a mis en place. Sauf que pour un coût de carburant qui est plus cher, je vais donner n'importe quoi comme chiffre, mais si tu as 50% de prix de carburant qui est plus cher par rapport au gasoil, mais que tu fais 20 fois moins de gaz à effet de serre et 10 fois plus d'emplois sur la filière, socialement, c'est vachement rentable. Parce que payer 50% à plus pour avoir 10 fois plus de résultats, c'est super rentable. Sauf que la vision, c'est la vision économique. Donc là, il faut que nous, on arrive, donc on essaie de travailler autour des questions de l'économie de la fonctionnalité ou autre. C'est assez complexe pour ne pas se retrouver face à des gens qui disent c'est quoi ton prix, voilà, machin. Si on compare les torchons et les serviettes, et puis la non-implication et la non-synergie avec la société qui est autour de nous, et ben on va vers le moins-disant social et le moins-disant environnemental comme toujours. Et donc, le défi qu'on a à relever maintenant, c'est de réussir à échoper des marchés avec des clients qui ont cette approche ou un panel de clients, ce qui fait qu'on pourrait vendre notre plus-value sociale d'un côté, notre plus-value environnementale de l'autre côté, et puis l'énergie de l'autre côté. Ça pourrait être ça aussi, sauf que c'est un peu le principe du territoire zéro chômeur, c'est de dire on fait 10 fois plus d'emplois, donc ce qu'on a l'habitude de payer en chômage à des gens, eh ben, on va vous aider à créer vos emplois, par exemple. Sauf que nous, on n'a pas ça, en fait. Donc, cette partie on fait plus d'emplois, mais c'est par le client final qui achète de l'énergie. Point. Donc s'il n'a pas envie d'assumer puis qu'il préfère financer une filière qui a moins d'emplois, bah, ça, c'est le marché. Et c'est pareil pour l'impact à gaz à effet de serre. Pour l'instant, on ne vend pas de carbone, en fait. On pourrait vendre des crédits carbone. Ça pourrait, pour nous, de dire, bah, comme on vend des crédits carbone, on baisse le prix puisqu'on gagne de l'argent de l'autre côté et le prix de l'énergie est moins cher. Et là, on devient compétitif sur le prix de l'énergie. Mais là, encore une fois, à l'instant T, hein, c'est le client final qui doit acheter du crédit carbone, du plus d'emplois et de l'énergie. Donc, tout le prix, l'avantage de ce que produit GECO est assumé par une seule personne qui est le client. Donc, soit il est capable de dire oui, je peux tout prendre, soit il ne l'est pas. Dans ce cas-là, il faut qu'on trouve des trucs. Donc, on a encore des défis comme ça à relever, à innover, en espérant pas trop tarder, parce qu'il faut quand même assumer la recherche qu'on a fait depuis le début et ça fonctionne. Super, Julien. Bon, je reprends après une toute petite coupure. Donc, tu viens de nous évoquer finalement une question que j'allais te poser, mais des difficultés qui sont vécues aujourd'hui, notamment dans ce projet-là, et en particulier pour valoriser tout le positif de ce qu'on produit, mais qui ne se voit pas forcément dans un prix d'achat. Donc, c'est super intéressant ça. Là, ce qui me vient, c'est de me dire, quand on est sur des impacts comme ça en termes d'emploi, en termes de qualité de l'air, de qualité de vie, de tout un tas de choses, est-ce que ce n'est pas juste les territoires qui devraient traiter avec vous? Et est-ce que ce n'est pas des choses que vous avez fait justement, peut-être fournir en carburant des collectivités ou des choses comme ça? C'est le principe de l'économie sociale et solidaire. Hein. L'économie sociale et solidaire, c'est une zone entre le public et le privé, en fait. Et donc, l'intérêt social, effectivement, ce pourquoi il y a beaucoup de politiques d'économie sociale et solidaire, c'est maintenant, en tout cas, c'est de booster cette partie qui a des gros impacts. Si vous regardez macroéconomiquement
les résultats de l'économie sociale et solidaire en termes d'emploi, etc., ça fait plus d'emplois à chiffre d'affaires équivalent, quoi. Donc, c'est quelque chose qui est vachement important. Oui, ça peut être la collectivité. Est-ce que c'est le marché? Moi, je ne suis pas opposé au marché, sauf qu'il faut combattre avec les mêmes armes. C'est ce qu'on a toujours dit. C'est quand on parle de l'Afrique et puis qu'on dit j'adorais une campagne qui s'appelait Tu mangeras quand tu seras compétitif, avec un petit gamin dans un champ avec une pelle, et puis c'est marqué Tu mangeras quand tu seras compétitif. C'était le CCFD qui fait ça. Faire de la compétition, moi je ne suis pas contre, mais qu'on combatte à armes égales. Et effectivement, tu parles de ne pas partir avec des armes égales si on dit le critère c'est le prix. Et puis qu'on dénigre l'aspect impact social, l'aspect environnemental. Alors, on a un client qui met des œillères en disant je ne veux pas savoir comment tu fabriques ton ordinateur, je veux un bel ordinateur et qu'il soit beau chez moi sur ma table et qui fonctionne bien. Le reste, démerde-toi, je ne veux pas en entendre parler. Ouais, mais sauf que ça a un impact et on est responsable du cycle complet. Donc, le client, voilà, alors petit à petit, on commence à voir ce qui se passe. On le voit avec le mouvement animaliste aussi. Quand on dit je mange de la viande tous les jours, etc., quand on commence à voir ce qui se passe un petit peu dans certains, pas partout, mais dans certains élevages, on fait ça pique quand même. Ouais, ce que j'aime bien dans ce que tu dis là, c'est que finalement, le sens de l'histoire, quelque part, c'est que plus ça va et moins on peut se contenter de ne pas savoir. Enfin, ça devient de plus en plus difficile de garder des œillères et de pas vouloir voir. Et donc, probablement que les arbitrages devraient glisser de plus en plus vers des choses qui ont plus de sens. Il y a le client, mais il y a aussi, comme tu disais, le pouvoir public. C'est une approche keynésienne, mais de dire, voilà, la référence, c'est ça. Maintenant, dans la référence qu'on a en France et en Europe, c'est que l'esclavage n'est pas permis pour fabriquer des produits, par exemple. Donc, c'est un choix qu'on a fait à un moment donné. Donc, il y a plein d'autres choix qu'on peut faire. Si le carbone n'est pas autorisé pour fabriquer des produits, on pourra se combattre demain et puis les gens pourront faire du marché et gagner de l'argent en combattant avec ces nouvelles règles. Donc, à partir du moment où on définit des règles qui sont plus vertueuses et puis qui cadrent les gens en les empêchant d'aller dans tous les sens, parce que voilà, l'économie, si on fait que de l'argent, on va vers le pire, comme c'est le cas actuellement, quoi. Clairement. Et alors, ta plus grande fierté par rapport à cette aventure, ce serait quoi, Julien? C'est pas une question de grand, c'est une question souvent on utilise le terme aligné ou accomplissement. C'est que si je fais le calcul techniquement et scientifiquement de ce que je fous sur Terre, globalement, les résultats que j'ai amenés, l'utilité de ma présence sur Terre est positive. Donc, je n'ai pas l'impression d'être le Tché ou Jésus, du tout, très très loin de là. Je n'ai pas la prétention de vouloir le devenir, en tout cas, pas non plus. Mais en tout cas, dans ma logique de colibri, mon action que j'ai menée jusqu'à maintenant me permet de dire voilà, mon approche à l'échelle de ma famille, on va dire, est positive par rapport à ce que j'ai pu prendre, même si voilà, j'ai des choses à encore corriger, mais j'ai fait tellement corriger de choses autour de moi, pas dans le monde, pas en France, c'est pas cette échelle-là, mais voilà, l'impact environnemental et social des emplois créés et tout ça. Quand une personne génère un truc qui crée 10 emplois, ça permet à des gens d'avoir un emploi et de vivre, surtout à partir d'un déchet qui n'était pas forcément valorisé avant. Bon, positivement, je pense que je suis de bon côté. Donc, je me sens assez détendu maintenant vis-à-vis de ça parce que je pense que j'ai basculé dans j'ai payé ma dette. Ça ne veut pas dire que maintenant je fais n'importe quoi et j'en ai rien à foutre, je continue. Mais je veux dire, je suis plus léger personnellement en faisant les choses avec plus de détachement puisque ce que je voulais, c'était d'avoir une position dans la société de personnes respectables, entre guillemets, de personnes qui ne fait pas partie de ceux qui détruisent. De contributeurs, moi j'ai l'impression. De contributeurs, c'est ça, voilà. C'est ça, c'est que j'ai l'impression que toi, comme tu disais, l'histoire du colibri qui fait sa part, quoi, et que là, toi, tu as fait une part positive, même si on prend en compte tout ce que. Et c'est franchement pas mal, parce que dans notre société, on consomme énormément de ressources, on a un impact de base quand on change rien, quand on est dans un mode classique de vie de société française. Il y a du chemin à faire, en fait, quoi. Donc, mine de rien, c'est pas mal. Donc, bravo pour ça, c'est très chouette. On est beaucoup à faire ça, mais bien sûr. Il faut qu'on soit encore plus, parce que j'ai pas
Comme je te disais, je n'ai pas la vision des quelques sauveurs qui vont sauver l'humanité. Je pense que c'est plus individuellement où les gens vont réussir à mettre bout à bout des résultats, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais, il y a vraiment tout le monde va avoir son petit morceau à prendre, quoi. C'est ça. Ce serait quoi la leçon la plus importante ou la plus notable que tu tires de ton aventure là, jusque-là? Il y en a plusieurs, hein, des leçons. Je continue à apprendre et puis je pense que j'espère apprendre jusqu'à ma mort, hein. Il y a l'humilité. L'humilité, parce que quand on est ado, on dit on va changer le monde, on va créer une boîte, on va devenir le roi, le plus fort, le plus beau, etc. Forcément, ça fait partie des besoins de reconnaissance pour certains. Tout le monde n'est pas comme ça. En tout cas, moi, je l'étais. Pas de manière prétentieuse, mais c'est besoin d'exister, quoi. Mm. Et à un moment donné, on se rend compte que voilà, il y a des choses quand même qui nous dépassent et puis que c'est bien voilà, il y a des choses on peut rien y faire, hein. Enfin, on essaie d'agir, mais après il y a le reste du monde qui rame à l'envers. Bon, bah voilà, c'est comme ça, on fait ce qu'on peut, hein. Et puis on va pas non plus se ruiner la vie. Enfin, si on parle de l'éco-anxiété, par exemple, je ne fais pas partie des éco-anxieux, quoi. Je ne vais pas me ruiner les sangs et rater ma vie et rater ma santé mentale sous prétexte que l'humanité fait encore beaucoup n'importe quoi. Donc, moi, je fais ce que j'ai à faire avec le sourire et rester très humble vis-à-vis de cette masse de choses à faire, contribuer à regarder la marche et pas la montagne, quoi. Ouais. Mm. C'est une belle image, ça. Mm. Regarder la marche et pas la montagne. Et d'ailleurs, c'est peut-être c'est une bonne manière de démarrer aussi, parce que j'ai l'impression que on peut être beaucoup à se dire mais l'ampleur du défi est monumentale et on ne voit pas comment on pourra faire. On ne voit vraiment pas comment on pourra faire. Et donc, ça peut paralyser complètement cette chose-là. Et en fait, je trouve que justement par rapport à cette notion d'éco-anxiété, notamment quand on prend conscience de l'état de dégradation et d'emballement de la machine climatique notamment, on se dit mais merde, c'est vraiment foutu, on peut rien faire, ou alors on agit. Et je crois que ce qui fait qu'on peut cultiver son bonheur et continuer à vivre sereinement en ayant conscience de ces choses-là, c'est notamment le fait de se dire bah, moi je fais déjà la marche qui est à ma portée. Et puis après, une fois que j'aurai monté cette marche-là, il y en aura probablement une autre à ma portée, mais c'est pas encore le sujet en fait. Et un pas après l'autre, quoi. Ça, j'aime beaucoup. Euh, C'est ça. Merci pour ça, c'est une belle image. Alors, est-ce que tu aurais, justement, pour clôturer, peut-être un conseil enfin, une chose à dire à des gens qui auraient envie de changer les choses autour d'eux à leur échelle, mais qui ne savent pas trop quoi faire, ou qui ont une idée, mais qui n'ont pas agi? Alors, parmi les conseils que je donne en général, alors, rapidement, je te donne entre guillemets mon secret, qui n'est pas un secret. C'est secret. Mais pour moi, il y a deux sujets qui sont majeurs. C'est le projet, se concentrer sur le projet quand on veut faire quelque chose et pour l'optimiser lui et pas autre chose. Je suis un peu déçu quand je vois énormément de gens qui veulent créer leur boîte et qui passent leur temps à étudier la compta, à étudier la finance, à étudier toutes ces choses-là, alors que ce n'est pas le sujet. Ton sujet, c'est ton produit, c'est ton marché, c'est tes gens qui sont en face, etc. Il faut que tu travailles vraiment ton projet, que tu mettes toute ton énergie à ça. Donc ça, c'est une chose. Mais l'autre que je trouve encore plus majeur, c'est soi-même. C'est l'humain. Il n'y a pas de format d'entrepreneur. Et apprendre à se connaître soi-même. Moi, j'ai été beaucoup accompagné, que ce soit par psy, comme coach ou les profils de personnalité, etc. J'ai appris énormément de choses vis-à-vis de ça pour se permettre de se caler par rapport à ce qu'on veut faire et de où on part, et puis de faire attention à ses démons. Moi, je connais des gens qui veulent à tout prix entreprendre. Tout le monde sait qu'ils ne sont pas faits pour ça. Ils sont persuadés que la reconnaissance sociale, c'est quand tu es entrepreneur. Et ils passent leur vie à se rêver entrepreneur. Mais en réalité, ils font tout pour ne pas l'être, par exemple. Donc là, je te dis l'inverse, je te dis de ne pas y aller, mais tu vois, c'est de ne pas être aligné. Et inversement, il y a des gens qui se croient trop fragiles, qui se croient tout ceci, cela. Et puis en fait, non. Et il y a notamment une valeur qui fait très peur, notamment en France, c'est l'échec. Il faut qu'on sorte de cette peur de l'échec. C'est regarder les enfants, avant de marcher, on se casse la gueule 400 fois, quoi. 5000. Et
Donc, il faut absolument ne pas avoir peur d'échouer. Il ne faut pas risquer des choses qui sont dramatiques, évidemment. Tu ne vas pas tout mettre ton argent, on ne joue pas au poker. Tu ne lèves pas toute ta fortune en disant je mets tout dans ma boîte ou des choses comme ça où je risque ma vie sentimentale ou familiale, etc. Ça, c'est des choses où il faut savoir mesurer. Mais voilà, je conseille vraiment les gens d'apprendre à se connaître eux-mêmes, d'être humble, encore une fois, en disant ça, je sais faire, ça, je ne sais pas faire, donc je vais aller chercher les complémentarités. Et puis surtout, de se libérer des poids sociaux, des poids qu'on peut avoir dans notre enfance, etc., pour se dire comment je peux être pour être tranquille et puis me concentrer à ce que j'ai envie de faire vraiment, plutôt que de subir un petit peu son inconscient. Merci beaucoup. C'est chouette. Il y a vraiment une forme de libération par rapport à des modèles mentaux, des schémas qu'on peut avoir en tête en disant on doit. Bah, tu vois, enfin, en France, on dit j'ai fait une bêtise, on ne dit pas j'ai fait une erreur. Et ça dit tellement de choses justement de la version de l'échec, de tout ça. Les Américains disent mistake, par exemple. Alors, il y a plein de choses à dire sur la culture des Américains, mais n'empêche que là-dessus, ils sont beaucoup Ouais. plus détendus avec l'échec, quoi. Et, euh, et est-ce que la réussite, c'est de ne pas avoir d'échec? Enfin bon, ça amène plein de questions comme ça qui sont très chouettes. Non, mais l'échec, c'est un apprentissage. Hein. C'est hyper important d'échouer. Hein. C'est parce que moi, j'ai beaucoup embauché des gens qui ont, entre guillemets, échoué, qui ont essayé de créer des boîtes et puis qui ont fini par mettre la clé sous la porte. C'est des gens qui ont vécu beaucoup de choses, qui ont compris beaucoup de choses, qui ont énormément de choses à apporter. Quelqu'un qui a réussi toute sa vie, en fait, il n'est pas très intéressant parce qu'il ne sait pas ce que c'est de se prendre un mur, il ne sait pas comment l'éviter, il ne sait pas, voilà, Ouais. c'est trop lisse, quoi. Ouais, il risque d'être complètement déstabilisé le jour où il a une difficulté, un Ah obstacle. bah oui, bien sûr. Super. Écoutez, un grand merci, Julien. On va s'arrêter sur ça. C'est une belle image. Et Merci à toi. je te souhaite encore plein de belles choses sur tous les projets que tu démarres et tous les engagements que tu prends. Je sais qu'il y en a encore beaucoup. J'espère que Djeko va avoir un impact encore plus grand, va continuer à se développer parce qu'on sent bien que la croissance derrière ça, c'est pas la croissance pour une finalité de chiffre d'affaires, de bénéfices, mais c'est pour une finalité d'impact. Et donc, ça vaut le coup dans ces cas-là de faire croître des projets comme cela. Euh, Encore merci Julien, et puis je te dis à très bientôt pour d'autres aventures. Merci à toi et bon courage à tout le monde alors. Au revoir tout le monde. Allez.